Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Reprendre la mer avec Interentreprises. Vous vous souvenez, nous allons vous faire aimer la mer. Première actu, l'impératif de décarbonation des filières maritimes et portuaires. Début d'année, le gouvernement français a reçu la feuille de route proposée par les professionnels de ces secteurs pour décarboner leur activité. C'est le résultat d'un travail collectif entre les armateurs, les énergéticiens, les ports, les chantiers navals et nautiques, les équipementiers, les architectes et bureaux d'études, etc. Le tout piloté par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le cluster maritime français. Le gouvernement vient de recevoir le même travail, cette fois réalisé par les acteurs du transport routier. Il lui revient désormais de prendre des arbitrages nécessaires afin que la décarbonation soit réelle tout au long de la chaîne logistique, sans rupture de charge entre la mer et la terre. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone qui oblige chaque filière à recenser les leviers de décarbonation, les freins à lever, les actions à mettre en œuvre et les axes d'évolution des politiques publiques. Pour le secteur maritime et portuaire, une dizaine de scénarios sont donc proposés avec 7 plans d'action déclinés en 34 mesures. Ils vont du développement des navires zéro émission à la production, au stockage, au transport et à la distribution d'énergie décarbonée jusqu'à la décarbonation des ports, etc., etc. Nous y reviendrons. Le coût de ces mutations indispensables est estimé entre 75 et 110 milliards d'euros sur une période allant de 2023 à 2050. Pour être encore plus précis, le secteur maritime et portuaire supportera un surcoût annuel lié à cette transition d'1 milliard d'euros à partir de 2025, de 2 milliards d'euros en 2030, de 6 milliards d'euros vers 2040 et de 10 milliards d'euros en 2050. Des chiffres qui donnent le tournis, mais il n'y a pas d'autre alternative pour demeurer dans un monde vivable. Seconde actu, le financement des flottes de pêche outre-mer. Alors qu'il venait d'annoncer un plan ambitieux de redynamisation de la filière pêche en Guyane, Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, a été percuté par une décision qu'il n'a pas vu venir de la Commission européenne, celle de ne pas renouveler la possibilité pour l'État français d'aider au renouvellement des flottes de pêche outre-mer. En effet, depuis 5 ans, la France avait obtenu cette dérogation pour ses régions ultrapériphériques. On arrive donc en période de renouvellement de cet accord et la sentence est tombée de la Commission au motif que, je cite, « l'inconséquence des données fournies par la France sur l'évaluation des populations de poissons, l'état de la ressource outre-mer et des bonnes applications de cette dérogation. » Fin de citation. C'est l'Ifremer qui devait assurer cette mission d'évaluation. Visiblement, il y a eu des couacs et des ratés, notamment à cause d'un manque de concertation avec les collectivités et les professionnels locaux. Les présidents des régions ultrapériphériques sont donc vent debout contre l'État vers l'Union européenne pour tenter d'inverser cette décision qui tombe mal pour cette profession artisanale. À suivre donc. Maintenant, notre invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Rémy Villageois, président du directoire du Grand Port Maritime de la Martinique. Je le reçois après Jean-Pierre Chalut, son homologue du Grand Port Maritime de Guadeloupe. Actualité foisonnante autour de ces équipements structurants. Détail avec un homme rare dans les médias. Bonjour Jean-Rémy Villageois. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bon. Alors vous êtes un homme rare dans les médias, on vous connaît peu, donc qui êtes-vous avant de prendre ces fonctions au Grand Port Maritime de Fort-de-France? Quelles fonctions avez-vous exercées auparavant? Alors, je suis ingénieur de formation, donc l'ingénieur, c'est un peu celui qui pose des problèmes, qui les résout. Ma spécialité, c'est le monde maritime, c'est le génie maritime, c'est la mer. Donc, alors avant de venir au port de Martinique, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'offshore pétrolier, donc dans l'exploration pétrolière, on cherchait en fait des puits de pétrole. Bon. À l'international. Suite à ça, j'ai fait de l'industrie lourde. Donc dans la construction navale. Vous avez construit un fameux grand paquebot, il me semble. J'ai fait quelques paquebots, dont un qui est devenu célèbre, qui est le Queen Mary, effectivement.
Donc une dizaine d'années à Saint-Nazaire en milieu industriel, donc à construire des bateaux, principalement des navires de croisière. Et puis doucement aller vers la chose publique, l'intérêt général, les plans à plus long terme. Et donc ça m'a guidé tout naturellement vers le port de Martinique. Moi, je rêvais de retourner en Martinique. Et donc j'ai pas réfléchi très longtemps quand l'opportunité s'est fait naître. Présenté. Voilà, et donc vous êtes président du directoire du Grand Port de la Martinique depuis? Alors effectivement, je suis président du directoire, c'est l'équivalent de directeur général pour le port depuis 2013. Moi, je suis arrivé tout à la fin de 2012, une préfiguration très très courte avant la mise en œuvre du GPM au 1er janvier 2013. Donc quelles sont les performances du Grand Port Maritime en 2022? Qu'est-ce qui s'est passé et comment se présentent les premiers signes, le premier semestre de 2023? Alors souvent, on mesure en fait la performance des ports en termes de trafic, en termes d'activité. Le trafic, il est bon. On solde l'année 2022 sur une augmentation de l'ordre de 8%. Tous les trafics confondus, on est à 12% sur les porte-containers. Donc c'est une belle année 2022 qui nous permet de renouer en fait avec l'activité pré-Covid. On a retrouvé les navires de croisière, on a des flux porte-containers très importants, on a une activité industrielle forte, donc les indicateurs sont plutôt ouverts. Donc vous avez et le premier semestre 2023, comment les choses se présentent? Quels sont les premiers signes? Est-ce que c'est dans cette continuité? Oui, alors effectivement. La plupart de nos collègues ont une baisse de trafic début 2023. Nous, ils sont plutôt orientés à la hausse, donc on a l'air de confirmer en fait la tendance 2022, mais on est encore qu'à la moitié. Hein, donc. Et donc, Grand Port Maritime de Fort-de-France a eu une distinction. Donc, je lis, hein, vous venez juste de me donner ce petit papier. Dans le classement mondial de la performance opérationnelle de 2022, le port de Fort-de-France, le Grand Port Maritime de Fort-de-France, est classé premier port français. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette distinction sur l'année 2022? Alors, c'est un classement qui détonne. Hein, on s'y attendait pas. Pour tout dire. Déjà, qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui fait ce classement? Voilà. Alors, c'est la Banque mondiale. D'accord. Donc, qui classe 135 pays, environ 400 ports, non pas en termes de volume ou de trafic ou de poids, mais en termes d'efficacité. D'accord. La Banque mondiale essaie d'évaluer en fait la capacité des ports à accompagner la transformation des pays. Donc en se disant un port où on attend peu, où c'est efficace, où il y a une bonne politique de prix, où les gens sont servis dans le bon ordre, participe mieux à l'économie du territoire qu'il dessert. Ça permet de mettre les choses en perspective. Donc on mesure pas la force du port ou son volume, mais plutôt son efficacité. Et on a très bien tiré notre épingle du jeu en 2022, on est ravis de ça. Et vous étiez toujours dans ce type de classement? C'est la première fois que le port de la Martinique se retrouve classé? Alors, c'est la première fois qu'on se retrouve classé aussi haut. D'accord, aussi haut, d'accord. Ça, c'est très clair. C'est un classement où on trouve quand même les ports chinois en première tête. Hein. Le premier, c'est un port chinois, comme quoi ils savent être gros, mais aussi efficace. C'est un port qui a réduit de 3 heures. Hein. C'est délais d'escale, donc c'est exceptionnel. On retrouve quelques ports européens, on retrouve beaucoup de ports d'Asie, et puis on est premier en fait des ports français, on est aussi premier des ports caribéens. Ça c'est important. Rouleau bravo à toute la communauté portuaire, parce que généralement on entend des choses pas très sympathiques sur la communauté, certains acteurs sont décriés, donc visiblement ils savent travailler et faire les choses très bien quand il faut, alors. C'est source de satisfaction, mais c'est un succès qu'on partage. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas seulement celle du Grand Port Maritime, c'est celle du port, des acteurs, des salariés. C'est toute la chaîne. Hein. On dit souvent une chaîne. Enfin, le port, c'est une chaîne logistique. Et d'ailleurs, l'indice, c'est un indice de performance logistique. Et donc, doivent se reconnaître dans cette performance les gens qui font leur remorquage, les gens qui accompagnent les bateaux, les dockers, les portiqueurs, tous les agents, en fait, tout le milieu qui tourne autour du port, ça va jusqu'au temps de passage des camions entre les entrées et les sorties. Donc c'est bien la réussite globale qui est... Et comment ils arrivent à avoir toutes ces informations? Comment vous, le Grand Port de la Martinique, a remonté ces informations pour que vous soyez dans ce classement mondial? La plupart de ces informations sont en fait accessibles, hein, elles sont publiques.
On parle de dématérialisation des données. Donc voilà, on remplit des bases de données, c'est accessible au travers des systèmes experts. Et donc voilà, on sait qu'un camion à Fort-de-France, il passe 35 minutes entre l'entrée et la sortie. On sait que voilà, c'est des choses qui sont connues et qui sont. D'accord. Enfin, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, rouleau bravo déjà pour cette performance en 2022. Et donc le grand port maritime de la Martinique, avec celui de la Guadeloupe, a également de l'actualité, une vision. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous préparez? Beaucoup de choses. Alors les deux ports, hein, que ce soit Guadeloupe et Martinique, on a l'habitude de travailler ensemble, je dirais, mais là on franchit un cap parce qu'en fait on répond à des enjeux qui sont communs. C'est l'enjeu de décarbonation du trafic maritime. Et il faut se dire que les réglementations évoluent et que le seul moyen pour les armateurs de répondre à ces nouvelles réglementations, en fait, c'est de transporter plus de marchandises sur des bateaux qui soient plus grands, qui soient plus vertueux en termes d'économie, d'utilisation de carburant. Et ces grands bateaux, ils ont besoin de ports, de grands ports pour être chargés. Et c'est là qu'on se positionne. Guadeloupe et Martinique comme étant des ports de transbordement. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on se présente ensemble pour aller chercher au niveau de l'Europe les moyens de financer notre développement. Ça, c'est une première. Ça n'avait jamais été fait. Donc les deux ports ont monté un groupement et on est allé sur un appel d'offres européen sur lequel on va chercher des sources de financement massives. Pour la Martinique, c'est 50 millions d'euros qu'on va chercher. 50 millions, pas 150? Non, c'est 150 à 2, mais d'accord. C'est un projet en Martinique qui est de l'ordre de 130 millions. Et on va chercher 50 millions, donc c'est considérable. Et à quel point en est le dossier alors? J'espère qu'il est en bonne voie. Bon. Le dossier, on l'a monté entre novembre et janvier. Donc la deadline, c'était mi-janvier. Les équipes ont travaillé jour et nuit pour répondre. Et donc depuis, on attend patiemment les résultats, en expliquant aussi à l'Europe que les choses avancent. Donc du point de vue de Fort-de-France, on a obtenu les arrêtés dérogatoires, les marchés sont prêts à être passés. Donc c'est un projet qui est mature, qui est prêt à être lancé et qui demande simplement une confirmation de financement, confirmation qu'on attend pour la fin du mois de juin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre là? Effectivement, vous venez de me dire que vous avez préparé de manière à être dans les starting blocks, mais les politiques ou ceux qui sont au courant, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Par exemple, M. Bruno Le Maire est récemment passé. Est-ce qu'il peut un peu montrer l'intérêt de la France pour un tel projet au niveau des instances européennes? Qu'est-ce que vous attendez comme soutien particulier de ce genre Alors, je crois que toutes les parties prenantes, que ce soit la collectivité territoriale de la Martinique, de la Guadeloupe également, de la Guadeloupe. Donc, Serge Etchimi a affirmé son soutien au port, au développement portuaire, parce que le port contribue au développement de la Martinique. Donc, voilà, pour de très bonnes raisons, en fait, le port est très lié, en fait, au développement de la Martinique. L'État a aussi manifesté son soutien. Donc, Bruno Le Maire a tenu à renouveler le soutien à la fois pour le port de la Guadeloupe et de la Martinique dans sa réponse aux enjeux de décarbonation du trafic maritime. C'est essentiel. Donc, autre actualité pour le port de la Martinique. Vous avez aujourd'hui dans votre périmètre un nouvel espace maritime qui est le port du Roubert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, pourquoi faire? Quelle est la vision avec cette extension en quelque sorte? Le port du Roubert, il vient concrétiser en fait des études qu'on faisait depuis un certain temps. Ça tend à démultiplier nos efforts et à nous rendre beaucoup plus communicants en fait avec le territoire qu'on dessert. C'est pas simplement le port de Fort-de-France, c'est le grand port maritime de la Martinique. Il y a des enjeux de développement sur la côte atlantique et donc il était normal que le port s'y intéresse. C'était déjà un espace maritime. Il y avait déjà une activité sur le port du Roubert. Il y a un trafic maritime limité, mais il y a un trafic maritime au Roubert. Il s'agit dans un premier temps de le rendre pérenne et donc de s'assurer que ce trafic ne cause pas de difficultés au niveau de l'environnement, qui peut être fait de façon régulière, organisée, et c'est ça le rôle du port, c'est ça notre compétence. Donc on a mis nos équipes sur la capitainerie ou du développement. On a fait un certain nombre d'études, on a fait une étude très très détaillée sur les fonds marins pour s'assurer que le trafic existant ne posait pas de problème à l'environnement. Et c'est sur cette base
qu'on a convenu d'y aller non seulement pour sanctuariser ce trafic, mais surtout pour pouvoir le développer au service du développement antillais. Voilà, quelle est votre vision avec ce nouveau port, ce port secondaire? L'objectif de ce port, alors c'est pas un port secondaire, c'est un port de plus petite taille, c'est une infrastructure plus réduite. Il a quelle surface à peu près? C'est très réduit par rapport à Fort-de-France. On est sur on est sur un front d'accostage de quelques centaines, de quelques dizaines de mètres. On est sur des surfaces extrêmement réduites, mais avec un potentiel de développement important. Et donc, c'est en gros le port. L'objectif de ce port, c'est de pouvoir rayonner avec la Caraïbe. C'est de compléter l'action de Fort-de-France. Donc, un port de cabotage, quoi, en quelque sorte. Ça peut être un port de cabotage, ça peut être aussi un port, c'est un port international, donc il est capable de recevoir du trafic international. C'est là que ça devient intéressant. Il était déjà de capacité internationale, enfin de structure internationale. Il recevait déjà des... Il recevait des trafics venant de l'international. Mais là, il va pouvoir le faire de façon tout à fait régulière, tout à fait officielle, avec les infrastructures qui vont bien, qui méritent. Voilà. Donc, quel investissement sur ce nouveau port? Alors, le premier volet d'investissement, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros. D'accord. Donc ça, c'est pour permettre d'opérer les navires actuels dans des conditions correctes, régulières, c'est-à-dire sur des quais, Voilà, c'est des quais. Alors, c'est des quais à faible empreinte environnementale, c'est des choses qui sont flottantes, c'est des dispositifs adaptés. C'est aussi des dispositifs de façon à sécuriser ce trafic. Donc, voilà, il y a de la sûreté, il y a de la sécurité, il y a un périmètre à établir. Ça commence déjà par ça. Et puis, il y a des études à mener avec la collectivité, avec la mairie du Robert, avec les industriels, avec les entrepreneurs pour voir quel type de trafic répond en fait aux besoins. Et c'est là où on va se positionner. Toujours dans la zone, vous étiez récemment en déplacement au Brésil avec le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, on va y arriver. Et donc, pourquoi ce voyage et avec quels résultats? Alors, la mission Belém, c'est la mission dans l'état du Pará. Moi, j'ai répondu très rapidement à l'invitation de Serge Etchimi. Il s'agissait d'accompagner une mission, d'accompagner une équipe Martinique dans laquelle il y avait effectivement des acteurs politiques, mais il y avait aussi des acteurs industriels, des entrepreneurs, à la fois dans l'agriculture, dans l'industrie, de façon à voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est avant tout une mission qui permet de réaliser une vision. C'est-à-dire qu'on quitte le domaine de la vision ou de la stratégie. On va voir des gens et on vérifie comment développer. Donc on passe en fait du côté pratique des choses. Et pour ça, la mission a été un plein succès. Parce que ça nous a permis de rencontrer des industriels, des agriculteurs, des entrepreneurs, des gens qui font de la logistique, de détecter des produits qui peuvent être importés en Martinique, soit pour diversifier nos voies d'approvisionnement, donc pouvoir s'approvisionner de façon plus raisonnable, moins chère, avec un bilan carbone plus adapté, mais aussi d'importer des produits nouveaux, de les transformer, donc avec une capacité de transformation locale, donc de développement industriel, et pourquoi pas d'aller encore plus loin vers de la réexportation. Donc on a travaillé à la fois sur l'agriculture, l'industrie, mais aussi sur la logistique. Par exemple, sur quel type de produit? Alors je vais pas dévoiler tous ces produits parce que c'est pas au port de développer ça, mais le port est au service des industriels. Ok, mais par exemple, est-ce que il y a déjà des bateaux entre Belém et la Martinique? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faudrait imaginer s'il y en a pas? Enfin, quelle est la situation pour vous, professionnels du transport? Alors c'est ça l'intérêt, c'est d'aller au-delà. Il n'y a pas encore de navire entre Belém et Fort-de-France. Il y a une liaison aérienne. Et donc, on est allé voir comment mettre en place des liaisons maritimes. Mais surtout, sur quelle filière et quels produits. C'est ça l'essentiel. Vous pouvez mettre des bateaux, mais s'il n'y a pas d'intérêt pour un industriel ou un importateur de le faire, les marchandises vont rentrer puis vont repartir. C'est pas ça qu'on est allé chercher. Et c'est ça tout l'intérêt d'y aller ensemble, c'est que cette équipe Martinique a détecté plusieurs produits, que ce soit de nature industrielle, semi-industrielle ou de nature agricole, qui pourraient être transformés pour la consommation locale et qui pourront être transformés ou packagés pour de la réexportation. Donc on a vraiment travaillé à la fois... Et quelle est la suite maintenant alors sur ce genre de premier contact très intéressant? La suite, elle est déjà en place en fait.
Comme je disais, il y a eu l'approche donc des milieux industriels et agricoles, mais le soir, quand on travaillait, on était déjà à regarder quelle filière, comment, sous quelles conditions. Donc, il y a des réunions, on a des réunions, enfin, l'équipe qui est allée là-bas, donc on se voit régulièrement, on agglomère de nouveaux partenaires à cette première mission, on va dire, exploratoire, et surtout, quelques industriels vont lancer des business plans, donc des analyses beaucoup plus précises, pour vérifier, s'assurer de la rentabilité, de l'intérêt, au-delà, voilà, de la déclaration. Mais donc les travaux ont déjà commencé. L'objectif, c'est projetons-nous dans un monde parfait. S'il y a effectivement un volume qui apparaît, il n'y a pas de bateau. Qu'est-ce qui se passe? Les bateaux sont prévus. Ah, d'accord. On a un alignement de planète. Les compagnies maritimes sont associées, ou la compagnie maritime régionale sur ces nouveaux services régionaux est associée à la démarche. Je parlais d'équipe Martinique avec des industriels, des agriculteurs, mais aussi les lignes maritimes. D'accord. Dans le voyage au Para, il y avait 2 lignes maritimes et il y en a d'autres qui seront intéressés. Ce sont d'excellentes nouvelles. Et d'une manière générale, justement, comment, et ce sera ma dernière question, comment vous voyez l'évolution du transport maritime caribéen, donc régional, voire mondial? Qu'est-ce qui se dessine? Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de décarboner le transport maritime. Il y a des décisions très volontaristes de l'État et de l'Europe et sur le sujet. Donc, quelle est votre vision de ce qui se passe, de cette mutation à marche rapide qui est en train de se jouer sous nos yeux? Comment vous voyez ça? C'est une transformation majeure. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. À partir du moment où les États, les régions maintiennent leurs habitudes de consommation, donc il nous est demandé de décarboner la chaîne logistique. Donc pour ça, il va falloir investir lourdement pour doter en fait les territoires de ports qui soient capables de faire converger ces lignes maritimes. Ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. C'est essentiel et c'est très rapide. Donc on a une mutation en fait du transport maritime qui va s'opérer dans la zone Caraïbe pour servir ces objectifs de décarbonation. Mais cette mutation va toucher quoi en fait? Parce qu'on l'entend souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les lignes maritimes vont changer? Est-ce qu'il y aura des reroutages? Est-ce que des ports qui ne seront pas en capacité de décarboner le trafic vont se retrouver hors ligne? Qu'est-ce que ça veut dire, une mutation importante et en cours? C'est une réorganisation des chaînes logistiques pour être plus vertueuse en termes de carbone. Donc c'est l'émergence de ports plus grands sur lesquels vont pouvoir converger des navires de plus petite taille, remplir les gros bateaux qui vont faire les trades en fait entre les continents. C'est ça qui se dessine actuellement et c'est déjà en marche. Donc il y a des lignes maritimes qui sont qui arrêtent, d'autres qui se développent. Tout va vers la massification des échanges et ça se fait dans un calendrier très très serré. Et comment se positionnent donc les ports de la Martinique et de la Guadeloupe dans un tel projet, enfin dans une telle mutation, parce que c'est pas votre projet, vous êtes dedans. Alors c'est le projet des ports de Guadeloupe et Martinique de développer leurs infrastructures et de répondre présent en fait aux évolutions économiques. Ça c'est très clair. Et c'est parce que nous étions prêts que nous pouvons répondre présent. C'est parce que c'est des projets qui ont été... Ce sont des projets à très lent développement. Les projets portuaires, c'est à 10 ans. Alors que les projets maritimes, c'est à quelques années. Donc, on va pouvoir répondre présent. Et j'espère qu'on va gagner parce qu'on avait travaillé déjà depuis une dizaine d'années. Donc, en tout cas, vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. À court et moyen terme, on aura une augmentation en fait, des trafics maritimes. Je dirais tant que l'Europe, les États-Unis, tant qu'on a un maintien en fait des habitudes de consommation. Ce qui va changer dans un deuxième ou troisième temps. Ça fait 2 fois que vous dites ça, si nous maintenons nos habitudes de consommation. Or, dans la mutation qui arrive, il est justement question de changer les habitudes de consommation. Oui, mais pour le moment, elles ne changent pas beaucoup, les habitudes de consommation. L'Europe continue à importer des fruits et légumes frais. L'Europe veut décarboner sa chaîne logistique, mais il n'y a pas de changement de mode de consommation. Donc ça, ce sera la deuxième révolution, ce sera un peu plus tard. D'accord. En tout cas, merci infiniment de cet échange.
Ravi d'avoir insisté pour vous rencontrer parce que je pense qu'effectivement vous avez une vision que vous partagez avec votre collègue Monsieur Chalut. À très bientôt et puis nous allons continuer à nous intéresser encore plus à ce qui se passe dans les deux grands ports de la Guadeloupe et de la Martinique. Merci infiniment. Je vous remercie. Place au métier de la mer. Aujourd'hui, rencontre avec Mathilde Brassy. Elle est médiatrice scientifique au Carbet des Sciences en Martinique. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Je m'appelle Mathilde Brassy, j'ai 40 ans et je travaille au Carbet des Sciences en Martinique. Alors ma fonction, mon métier, c'est la médiation scientifique. Donc c'est un métier où on doit faire le lien entre la science et la société en créant des outils pédagogiques, en les animant pour diffuser en fait le maximum de connaissances sur les sciences et les techniques d'actualité en lien avec les enjeux de société et les problématiques locales. Donc ça peut être la préservation de la biodiversité par exemple. En 80% de notre métier, ça va être le milieu scolaire. On fait beaucoup de formations aussi auprès des professionnels. Donc, par exemple, dans le domaine de la biodiversité, ça va être les collectivités parfois qui ont besoin d'être formées sur certains sujets. Le domaine de la mer, donc les professionnels de la mer, on peut les former aussi sur la biodiversité marine, sur des espèces en particulier, par exemple les iguanes. Voilà, des sujets comme ça qui sont importants, sur lesquels ils peuvent participer à préserver aussi dans le cadre de leur métier. Alors pour être médiateur ou médiatrice scientifique, il y a des formations maintenant qui existent là depuis quelques années. Donc spécifiquement dans la communication scientifique où on disait à une époque la vulgarisation scientifique. On peut aussi ne pas avoir fait ces formations et être simplement scientifique de formation, donc c'est mon cas. Je suis biologiste marin et j'avais le goût de transmettre, donc je me suis orientée vers ce métier. Alors bien sûr, on voulait transmettre des choses sur la biodiversité marine. On a même créé au départ au sein du Carbet des Sciences le pôle mer. Aujourd'hui, on est plutôt pôle biodiversité parce qu'on ne parle pas que de la biodiversité marine. Mais c'est vrai que pour parler de la mer, l'idée c'était d'emmener quand même les personnes dans l'eau, donc les enfants, les adultes. Et pour ça, pour encadrer des personnes en palme, masque et tuba, il fallait passer un diplôme de monitorat de plongée. Donc je me suis formée en parallèle de la création de l'outil qu'on utilise maintenant qui s'appelle le sentier sous-marin des îlets du François. Alors le sentier sous-marin, en fait, c'est un parcours balisé de 800 mètres aller-retour, balisé avec des bouées pour interdire la navigation, le mouillage, et puis des bouées stations sur lesquelles on peut s'arrêter, faire des pauses et discuter quand vous êtes encadré par justement le médiateur scientifique du Carbet des Sciences. On peut aussi le visiter bien sûr en autonomie. Et donc au début il y avait des informations sur les bouées. On a décidé d'enlever ces informations sur les bouées puisque c'était trop coûteux en termes d'entretien et de moyens humains. Et on a mis en place un panneau à terre qui récapitule toutes les informations qu'il y avait sur les bouées, toutes les informations importantes sur les écosystèmes marins qu'on va pouvoir observer sur le sentier sous-marin. Alors le sentier il a été balisé, installé fin 2013. Donc cette année il fêtera ses 10 ans. Pour construire le sentier sous-marin, en fait, il a fallu pas loin de 3 ans parce que ça a été tout un travail d'abord de prospection pour trouver des sites intéressants, de prospection aussi pour trouver des communes qui avaient envie de se lancer dans l'aventure. Ça a été la ville du François qui s'est décidée en premier. On avait aussi prospecté sur le Robert. Et puis une fois qu'on a eu le partenariat avec la ville, on a choisi très rapidement le site. Ensuite, il a fallu faire pas mal de concertations avec les usagers du territoire, donc marins-pêcheurs, opérateurs d'excursion, toutes les personnes qui gravitent autour de la mer, mais aussi les habitants du François.
Alors du coup, pour créer un sentier sous-marin, une fois que la concertation a été faite et qu'on a choisi le site, il faut faire une demande d'occupation temporaire du domaine public maritime. Ce sont des dossiers instruits par la direction de la mer. Et bien sûr, il faut présenter, il faut argumenter. Donc il fallait faire un gros dossier avec tout un tas d'éléments présentant ce qu'on allait faire concrètement, les points GPS où on allait poser les bouées, mais aussi vérifier qu'on n'allait pas impacter la zone. Voilà, donc argumenter. Ensuite, il y a un délai d'instruction. Et puis, on a eu un arrêté préfectoral nous donnant l'autorisation de mettre en place le balisage. Et donc tout ça, ça a pris 3 ans quand même. Et au bout de 3 ans, on a pu voilà, commander le matériel auprès d'un fournisseur de bouées. Il n'y en a pas partout, hein, il n'y a pas 36 000 fabricants. Ensuite, on a fait appel à l'époque au phare et balises, donc un autre service de la direction de la mer qui nous a aidé à mettre en place les bouées. En parallèle, on a eu un petit projet avec un lycée au Lamentin pour faire un petit récif artificiel avec des élèves qui étaient en formation bâtiment. Donc ils nous ont fabriqué des modules en béton qu'on a mis en place en même temps que le balisage en octobre 2013. Et une fois que tout ça a été terminé, on a fait une belle inauguration début 2014 en janvier. Sur le récif artificiel, en 10 ans, il y a eu beaucoup de vie autour, bien sûr. On l'a un petit peu aidé au début, puisque dans l'année qui a suivi, donc en 2014-2015, on a mené un petit projet, on a essayé de créer des clubs mer au sein des établissements scolaires secondaires du François. Donc sur le François, il y a le lycée La Jetée et il y a 2 collèges, collège Trianon et collège Adonai. Donc on avait un groupe de 30 élèves sur les 3 établissements qu'on a suivis, qui sont venus avec nous 3-4 fois sur le sentier sous-marin. Et on a mis en place avec eux des boutures d'éponges qu'on avait déjà sur le sentier, sur le récif naturel. Et donc ces boutures aujourd'hui, elles sont toujours là, elles ont poussé et bien sûr ça a favorisé la venue des petits poissons et puis la fixation des coraux, etc. Alors combien d'élèves? On n'est pas sur un gros chiffre, ça va peut-être voilà, vous perturber un petit peu, mais on a fait 79 sorties quand même, à raison d'une trentaine d'élèves en moyenne. Maintenant en Martinique, à l'échelle de la Martinique, il y a d'autres sentiers sous-marins que celui des îlets du François. Il y en a un au Cap Salomon aux Anses d'Arlé, qui est dans un peu la même configuration qu'ici, dans une zone où il faut quand même être bon nageur. Donc si vous estimez que vous n'avez pas les capacités, n'y allez pas tout seul. Demandez une visite guidée au Carbet des Sciences. On est en train de se poser pour réfléchir, pour développer les visites guidées en dehors du milieu scolaire. Ensuite, on a un sentier sous-marin qui est beaucoup plus accessible aux Anses d'Arlé. Donc c'est le parc naturel régional qui s'est occupé de mettre ça en place au niveau du bourg. Et puis un sentier un peu différent sur le Nord Caraïbe, à Lens-Turin. C'est un sentier où aussi on a participé, Carbet des Sciences, pour le travail de reconstitution historique, parce que là c'est une épave qui est au fond de l'eau et elle a une histoire, cette épave. Et du coup il y a un panneau à terre aussi expliquant l'histoire de l'épave. Et c'est un sentier où du coup c'est un petit peu plus profond, ça va jusqu'à 8 mètres de profondeur, mais quand la mer est bien calme, on voit très bien depuis la surface les morceaux d'épave et la vie qui s'est fixée dessus, puisque du coup là aussi c'est un récif artificiel avec ce bateau à coque en fer qui a coulé au fond de l'eau. Le métier de découverte des fonds marins, donc soit par la médiation scientifique, soit par le métier carrément de moniteur de plongée, voilà, il y a énormément de clubs de plongée en Martinique. Ce sont des métiers d'actualité et qui vont encore être là dans l'avenir. Donc oui, c'est intéressant de se tourner vers la mer. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé pour aujourd'hui. Faites-nous vos suggestions sur reprendre la mer tout attaché @interentreprise.com. Trêve hivernale oblige, nous nous retrouvons en septembre. Prenez soin de vous.